Bienvenue et merci d'être là pour cette soirée en hommage à Romain Gary, soirée organisée par l'association Sa vie devant nous. Pour présenter ces lectures et vous dire un tout petit mot du film qu'on vient de voir de John Huston, je vais demander à quelqu'un de me rejoindre. Vous allez voir, c'est un personnage un peu attachant. Tendez bien l'oreille, il a un débit très vif et contrairement au film, il n'est pas sous-titré. Comédien, cinéphile, auteur également. Il m'a vivement invité à vous dire un mot de son dernier ouvrage, Cinéma, Cinéma, ma liberté d'aimer. Je vous demande d'accueillir monsieur Éric Moreau. On vient de voir un film de John Huston, mais il faut savoir aussi que Samuel Fuller a adapté Romain Gary, que Jules Dassin, qui vient de nous quitter, a adapté également Romain Gary, et que monsieur Costa-Gavras, qui sera peut-être là tout à l'heure, a adapté Clair de femme de Romain Gary aussi. Quelques mots sur le film. Bon, vous avez vu, l'ambiance, elle est africaine. C'est vrai que l'ambiance africaine, c'était une spécialité d'Hollywood. John Ford avec Mogambo, déjà John Huston bien sûr avec le film qu'on a tous vu, African Queen, avec Bogart et Hepburn, et puis là cette aventure. Cette aventure, c'est une des nombreuses aventures de la 20th Century Fox. Salut la mémoire d'un grand homme. Mon grand-père qui avait fait de la figuration sur le jour le plus long m'avait dit, on ne parlait pas de Daryl F. Zanuck, on disait le général Zanuck. Zanuck à l'époque était l'ami de Juliette Gréco, c'était sa petite amie, donc Juliette Gréco a été amenée à tourner dans de nombreux films américains à la fin des années 50, dont deux en particulier, un d'après Gary, Les Racines du ciel que vous venez de voir, et un autre d'après Ernest Hemingway, dont il y aura la photo je crois tout à l'heure, Le soleil se lève aussi. Et puis bien sûr, quelqu'un aussi qui me tient particulièrement à cœur, c'est cet acteur qui incarne à lui tout seul l'histoire du cinéma américain. L'histoire du cinéma américain des années 30, des années 40. Un des dieux du cinéma, Errol Flynn. Mon petit garçon qui est dans la salle tout à l'heure me disait, papa, qui est Errol Flynn? Parce que mon petit garçon, pour lui, Errol Flynn, c'est Robin des Bois. Errol Flynn, c'est quelqu'un qui, lors de ce tournage, était en fin de vie trop jeune. C'est arrivé malheureusement. À 50 ans, sa route s'était arrêtée. Elle s'est arrêtée sur quelques films et elle s'est terminée à Cuba, aux côtés de Fidel Castro et de Che Guevara. C'est pour ça que c'est formidable que Flynn et Huston aient pu cohabiter pendant 2 ou 3 mois en Afrique avec monsieur Romain Gary. Moi, je pensais que James Stewart, Gary Cooper, Henry Fonda, c'était des personnages de cinéma. Non, parce que Stéphane Laurier est comme eux. Stéphane, viens s'il te plaît, et viens nous parler de ton entreprise phénoménale. Stéphane qui est un peu l'hôte de la soirée puisqu'il est à l'origine de cette soirée en hommage à Romain Gary. Merci Eric et Pierre. Je voulais juste dire un mot pour dire qu'on fête aujourd'hui le 94e anniversaire de la naissance de Romain Gary, donc aussi l'anniversaire de sa mère Nina. Donc 94e anniversaire, donc en un peu moins d'un siècle, cette date du 8 mai est devenue un peu un cyclone de l'histoire puisqu'on fête aujourd'hui aussi bien sûr l'armistice France-Allemagne du 8 mai 45, mais aussi l'anniversaire des massacres de Sétif et Guelma en Algérie. On fête aussi l'anniversaire de la naissance de Mobius, le 8 mai 1933, de la naissance de Keith Jarrett, le 8 mai 1945, de la naissance d'Israël en 1948, et puis un jour un peu comme les autres de mai 1968. L'idée de cette soirée, elle m'est venue un soir assez récent, en février 2008, quand j'ai vu Éric Moreau monter sur scène avec sa petite valise rouge et déclamer un texte fort qui est « À la santé », qui sera lu tout à l'heure et qui m'a donné envie de trinquer à la santé de Romain Gary. Le nom de la soirée de l'association qui a présenté Pierre, donc Sa vie devant nous, on le doit à une personne, journaliste, je ne sais pas si elle est là ce soir, qui s'appelle Anne Crignon, qui a écrit un bel article sur Romain Gary en février 2004 à l'occasion de la sortie d'une biographie sur Romain Gary de Myriam Anisimov. Et un dernier mot, je voudrais juste, à titre personnel, dédier la soirée à Anne Charmentier, à Clémence Le Sueur et Denis Caromel, dans la veine de la fragilité que
Gary disait vouloir défendre de toutes ses forces dans un entretien avec Jérôme Le Thor, qui sera en partie lu tout à l'heure, de toutes ses forces et de tout son sang qui, comme il le dit dans la promesse de l'aube, a charrié du feu jusqu'à la fin pour essayer de déposer au pied de sa mère un monde digne d'elle. J'espère que cette soirée aurait plu à Romain et à Nina. Bonne soirée à tous. Le premier des textes qui va vous être lu est un texte dont l'interprète est en même temps l'auteur, puisqu'Éric Moreau va nous lire maintenant Gentleman Flynn. Gentleman Flynn. Une épée, un arc, des gants de boxe, à l'abordage de l'aventure éternelle. Une vie, une descendance, des choix. Au panthéon des plus grands aventuriers. Une méthode d'acteur jamais élucidée. À la santé du whisky, de la vodka et des filles de joie. Une porte se ferme, une fenêtre s'ouvre. On grimpe dans l'arbre et c'est Robin des Bois. Une chanson, un rythme irlandais. Custer, le 7e de cavalerie. C'était pour toi. Un rythme de vie. Des bureaux au ring, avec lui, il n'y a qu'un pas. Un raid dans la jungle, jusqu'au bout, pour le meilleur chef des paras. Un seul homme, roi des corsaires, prêt à mourir pour la reine d'Angleterre. Gentleman Jim aux 400 coups, tu finiras plein de vodka sur une plage de Cuba. Mais Australien, digne héritier du Bounty, tu as un oubli pour toujours l'écran de nos vies. Vie brûlée, amour passionné, destin hors norme, peu importe, le jeu en valait la chandelle. Au pied du mur, fabuleux résultat pour la postérité. Merci, Mr. Robin des Bois. Tu seras un homme, mon fils. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te remettre à bâtir ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter les sots et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, sans laisser ton rêve devenir ton maître, penser, sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur, sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu peux être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Rudyard Kipling.
La rose et le réséda de Louis Aragon. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras. Et tous les deux disaient qu'elles vivent, et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira par 2 fois, et l'un chancelle, l'autre tombe, qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Ils sont en prison. Lequel a le plus triste grabat? Lequel plus que l'autre gèle? Lequel préfère les rats? Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, 2 sanglots font un seul glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa. Et leur sang rouge ruisselle. Même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il coule, il se mêle à la terre qu'il aima pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. L'un court et l'autre a des ailes de Bretagne ou du Jura. Et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera. Dites flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle, la rose et le réséda. Merci. Voir la rivière gelée, vouloir être printemps. Voir la terre brûler et semer en chantant. Voir que l'on a 20 ans, vouloir les consumer. Voir passer un croquant et tenter de l'aimer. Voir une barricade et vouloir la défendre. Voir périr l'embuscade et puis ne pas se rendre. Voir le gris des faubourgs, vouloir être Renoir. Voir l'ennemi de toujours et fermer sa mémoire. Voir que l'on va vieillir et vouloir commencer. Voir un amour fleurir et vouloir s'y mourir. Voir la peur inutile, la laisser au crapaud. Voir que l'on est fragile et chanter à nouveau. Voilà ce que je veux, voilà ce que je vois. Depuis que je te vois, depuis que je te veux. Jacques Brel. Viva Casablanca, un pays oublié dans la guerre, un homme perdu dans son passé, une femme qui revient, un autre en mission, un trio, noyau de résistance, un piano, leitmotiv de leur vie. Un héros se réveille par amour, un amour au lyrisme magnifié. Comme le temps passe, as time goes by. Mais l'humain se réveille.
l'engagement au panthéon du ciné, Bogart, Oscar d'honneur du courage, on ferme le bar, on verrouille le climat, on trouve le courage, les sauf-conduits, les papiers, la hauteur, la grandeur, sacrifice ultime, de voir partir son amour avec un autre, vivre libre pour un autre avec elle, devenir un icône de la liberté ou l'histoire de l'amour magnifié. À la santé de Bogart et Bergman. Amour romantique pour l'éternité. Merci Casablanca. Légion d'honneur pour toujours de l'histoire du cinéma. Je vous présente la personne qui va faire office de Romain Gary pendant quelques minutes. Dans toutes les caractéristiques qui font l'homme moderne, son progrès ou sa déchéance, on assiste toujours à une sorte d'escalade qui aboutit à un point de rupture. Pour la violence, quel pourrait être ce point de rupture? La libération culturelle. Ce n'est pas pour rien, vous savez, que les Chinois ont inventé le terme de révolution culturelle. Inutile de vous dire que je ne partage en rien leur opinion et que je n'irai jamais brûler de musée. C'est ce que proposait un jeune étudiant rencontré l'autre jour dans la cour de la Sorbonne et qui m'a déclaré: les grandes œuvres de la Renaissance représentent la perfection et c'est pour cela qu'il faut les détruire. La vue de cette perfection nous paralyse et nous empêche de créer une nouvelle perfection. C'est une théorie comme une autre. En fait, le terme de révolution culturelle est absurde, mais celui de libération culturelle ne l'est pas. Plus le climat psychique du monde est malade, plus il a un réel et urgent besoin d'être déversé dans des modes de libération qui sont essentiellement des modes de libération artistique. Alors en fait, le véritable ministère de la jeunesse en France aujourd'hui devrait donc être le ministère des Affaires culturelles. Et pourquoi pas? La violence n'est pas simplement une chose négative, elle est aussi créatrice. Il s'agit de donner aux gens qui ont en eux ce besoin de violence le moyen de l'exprimer culturellement. Le besoin de destruction est toujours lié au besoin de création. Ce n'est pas un dérivatif, c'est une condition majeure. Il faudrait que ça commence par la libération verbale. La chose qui frappe le plus dans cette jeunesse frustrée que nous côtoyons, c'est le besoin d'une puissance inimaginable. On ne les a pas laissés parler. On ne leur a pas donné les moyens de parler, de s'exprimer dans le cadre de l'université. Ils vont s'exprimer dans la rue et ça donne les résultats que nous connaissons. Le reste est une affaire de canalisation dans un domaine artistique ou physique. À condition, bien entendu, que cette expression reste essentiellement libre et que l'accès soit rendu possible. Dans ce domaine, il y a beaucoup à faire. Prenez le cinéma, par exemple. Aujourd'hui, en France, un jeune qui aime le cinéma, qui est doué, qui a du talent, qui a des idées, pour parvenir à faire un film, doit tuer père et mère. C'est quelque chose d'absolument infernal et ridicule. Oui, monsieur Gary, on va aborder un autre sujet. Pensez-vous que nous pourrions connaître en France ces actes de meurtre au sommet que connaissent les États-Unis? Martin Luther King, Malcolm X, la famille Kennedy. J'en suis convaincue. Je suis persuadée qu'à l'heure actuelle, il y a quelque part en France un fou mégalomane, vaniteux ou paranoïaque, qui est en train de se demander comment il pourrait faire pour descendre de Gaulle le jour où il passera sur les Champs-Élysées en voiture décapotée. Ce ne serait même pas nouveau, on a déjà essayé plusieurs fois. Ouais. Autrement dit, la seule différence entre les Américains et les Français est que ces derniers ne savent pas très bien viser. En Amérique, il y a un danger qui n'existe pas en France. La vente des armes à feu est entièrement libre. C'est d'ailleurs une des choses qui a indigné Kennedy. Maintenant, cette vente est un peu limitée, mais à peine. Le Congrès vient de voter une loi qui interdit la vente des armes à feu par correspondance. Mais vous pouvez toujours entrer dans un magasin et l'acheter personnellement, on ne vous posera aucune question. D'ailleurs, cette folie des armes à feu, je crois que Kennedy l'attribue en partie à Ernest Hemingway. Oui, il n'avait pas tort. Hemingway porte une certaine responsabilité. À travers ses livres et sa vie, il a été un des créateurs du culte de l'arme à feu qui sévit en Amérique. Vous ne pouvez pas savoir, c'est ahurissant le nombre et l'importance des collections d'armes qu'on trouve en Amérique. On considère cela comme un signe de virilité.
En fait, c'est absolument grotesque. La virilité véritable consisterait à se manifester par ses propres bras plutôt que par l'intermédiaire d'une mécanique. Je dirais même que la passion des armes à feu est un signe de refoulement sexuel. Lorsqu'un homme n'est pas sûr de lui sur le plan sexuel, il a tendance à s'accrocher à des armes à feu. Avant de lire ce texte, je veux simplement dire qu'il a été écrit lors d'une garde au Sénat en 1993 et j'avais rien écrit d'autre pendant 15 ou 16 ans. Ce texte est à l'Assemblée nationale, c'est Dominique Bussereau, pour ne pas le citer, qui l'a installé il y a quelques années, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai une certaine amitié, quoi. La dernière strophe, il y a deux dernières strophes en fait. La dernière strophe de ce texte, je l'ai écrite l'année dernière pour Augustin Legrand et les Don Quichotte. Je crois qu'il y en a un qui d'ailleurs, Djalali, qui est dans la salle, qui est un ami également de Johanna. Et il y a une nouvelle strophe, c'est Johanna qui la lira, parce qu'on va vous lire à la santé à 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On est parti, à la santé. À la santé. À la santé, à la santé. À la santé. À la santé de Syntex et de tous les aviateurs qui décollent et n'atterrissent jamais. À la santé de Malraux et d'Hemingway, partis pour revenir tout nous raconter. À la santé de Spartacus et de tous les gladiateurs, morts comme des saints, tous crucifiés. À la santé des trappeurs du Tennessee, des poètes, des bandits, des majors de promo, tombés la même journée. À la santé du Panthéon, de Jean Moulin, de Leclerc et de sa deuxième DB. À la santé de Jim Morrison, de Coluche et de Bob Marley, Daniel Balavoine, Glenn Miller, Léo Ferré. À la santé de tous ceux qui, en musique, chacun à leur façon, ont bien voulu nous parler d'amitié et de liberté. À la santé de l'hélicoptère du Paris-Dakar, qui allait trop vite pour voir la dune arriver. À la santé du Petit Prince, de Little Buddha, du Bon Dieu, enfin de tous ceux qui veulent comprendre la vérité. À la santé des Thermopyles, d'Alésia, de Cameron, d'Alamo et de toutes les victoires sur la volonté. À la santé de Gavroche, de Piaf, de Rosa et d'Elsa, des deux Simone, des femmes et enfants qui y étaient. À la santé de l'abbé Pierre et du premier général qui nous demande de reformer l'armée de la liberté. À la santé des Don Quichotte et de tous les chevaliers sans armure qui font de la fatalité et de la destinée une bannière étoilée. À la santé de Gary, l'écrivain aventurier engagé, et de la belle Cybergue à l'idéal fragilisé. Texte d'Éric Moreau. Ce n'est pas moi qui irai déposer des couronnes mortuaires sur le tombeau de la sexualité, car je n'ai pas vraiment le goût à assister à mes propres obsèques. Et puis parlons franchement. Voilà belle lurette qu'il ne s'agit plus de sexualité, mais de cul. J'entends par cul un label, une méthode publicitaire de vente, de marketing, ainsi qu'une mise au point d'une façon de vivre sans amour. Le mot amour lui-même ne signifiant plus guère ici qu'une sorte de fin de la masturbation. Voilà plus de 20 ans que nous assistons ou participons à une fuite dans une dimension sexiste verbale et visuelle qui tend à accentuer de plus en plus la superficialité grandissante des rapports humains. L'exhibitionnisme et la surenchère sexiste de ces dernières années auraient pu être délibérément inventés par des ennemis acharnés de la sexualité, décidés à la banaliser et à la bureaucratiser jusqu'à l'inexistence. Il ne s'agit point de déplorer cette mise en bière, car le cul en a vu d'autres. Constatons simplement que l'affectivité, qui est la source de tout art, a été une victime du terrorisme, que le sexisme nous a mutilés en mettant les sentiments au rebut, et que dans tous les domaines de la création, pour ne pas parler de plénitude de vie, nous le payons de médiocrité, de vide, de drogue et de stérilité. Mais je tiens ici à prendre date. Ça va changer et ça change déjà. Par exemple, les Eurocenters allemands connaissent pour la première fois des faillites.
La fréquentation des films porno baisse parce que les gens ont compris qu'ils y perdaient leurs fantasmes. Voilà qui est bon et excellent pour la sexualité, pour l'imagination et pour la création. Ce déclin du cul par saturation témoigne d'une part de l'inutilité de la censure, puisque l'excès finit par faire son propre nettoyage, mais aussi et surtout, il nous montre que les hommes et les femmes savent défendre ce qu'il y a de plus important dans la puissance de la plénitude sensuelle, l'apport de l'imagination. Le résultat est une sorte de fin de l'unijambisme. On redécouvre qu'il faut 2 jambes pour marcher. La réduction de la sexualité au sexuel seul a été une mutilation et une castration. Le cul reprend sa place légitime qui est à l'arrière. Il n'est plus à l'avant-garde. Je prédis que nous allons assister à un retour en force de l'émotion, de la tendresse et même du romantisme. Non point pour revenir à ces temps hideux où l'on cachait ce que l'œil ne saurait voir, mais pour retrouver le sens de notre totalité. Car l'être humain, lorsqu'il marche exclusivement sur l'une de ses pattes, que ce soit l'intellect, la sexualité ou le dogme idéologique, ne fait que ramper. Il est non moins certain, malheureusement, que la technocratisation du sexe, sa réduction au rang de gadget mécanique, nous a menés au désert affectif. La séparation de la sensualité et de la sensibilité a abouti à une dichotomie où l'être humain ne constitue plus que la somme de 2 vides. Il y a mort d'âme. Je voudrais ouvrir ici une parenthèse afin d'être bien compris. J'ai horreur du puritanisme. Je n'ai jamais vu et je ne vois pas le moindre mal ou péril à pratiquer la sexualité en elle-même sans y engager l'affectivité. Il n'est vraiment pas indispensable de mélanger l'amour et le plaisir et de se réclamer de l'un lorsqu'il s'agit de l'autre. Ce que je dis, c'est que le matraquage exhibitionniste, publicitaire, a abouti à la dévalorisation de cette joie de vivre. Le résultat est là. Jamais dans notre histoire, nous n'avons eu à subir un tel creux, un tel vide dans tous les domaines artistiques, théâtre, roman, poésie, cinéma, musique, peinture. La castration affective trouve ainsi aujourd'hui sa parfaite non-expression dans une non-existence culturelle. Je crois que cette branlette culturelle va bientôt finir. Encore un peu de patience et notre art, théâtre, cinéma, roman, ira chercher son inspiration et sa fécondité dans cette immortalité qui est venue se réfugier dans les voix de quelques jeunes qui osent parler de l'âme et du cœur comme si on leur avait jamais appris à vivre. Je sais bien que c'est amer, mais c'est tout de même beau un amour comme ça. Ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie. Ça, c'est sûr. C'était sûr, mais je ne le savais pas. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère, comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour. Mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous avez fait dès la première lueur de l'aube une étude très serrée de l'amour
et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Malheureusement pour moi, je me connais en vrai diamant. Et tous ces inconnus qui mènent à la voile sur de longs autobus au voyage haché laissent de leur limon intime à des étoiles qui brillent tristement au coin des rues barrées. Les âmes des putains qui ont été mariés errent dans les mairies aplaties sous des chaises, le patronyme les travaille et l'hyménée les agace beaucoup plus que la Marseillaise. Le vent trop chaud, les pieds sanglés de crocodile, Das Kapital prend son café au bar du coin, l'air effaré parmi la merde de la ville, le pourboire agressif et l'œil américain. Une fille gonflée au devant comme une outre, le regard agacé, le sucre au fond du pot et pense, mais trop tard, au prolétaire foutre qui l'a fait respectable et lui crève la peau. Et tous ces inconnus qui mettent à la voile sur de longs autobus au voyage haché laissent de leur limon intime à des étoiles qui brillent tristement au coin des rues barrées. Les passantes de Léo Ferré. En moi le monde tressaille, déchirant mes entrailles. La puissance de l'amour a fait par ma douleur naître ma beauté divine, pour que partout je puisse, à tous ceux qui s'attristent, enchanter à l'instant leurs yeux et de mes vœux exaucer leurs secrets. Mes racines sont au ciel, se nourrissent des terres. Comme une fleur éternelle, je danse pour les âmes de tous ceux qui m'observent. Mes pétales reçoivent leurs ondes mortes et transforment en sourire leurs plus secrets désirs. Je suis la vie, je suis la vie, je suis la vie pour vous qui êtes là. Bien que je ne vous vois pas, je vous aime, je vous donne, je vous emmène en moi, je vous fais matière. Vous serez serviteurs comme d'autres furent empereurs, partout, toujours, à jamais aimer, ne plus être qu'amour d'un chemin sans détour. Sans détour, vautour, va, fuis, disparaît, brûle. Les anges qui m'accompagnent sont là autour de moi, assis à m'observer. Bientôt ils vont partir vers d'autres destinées, emportant en eux un peu de ce soleil qui fit, il y a tant d'années, s'éclairer mon visage, pour qu'en ce jour, ici, vous tous, de tout âge, receviez en vos cœurs une parcelle du mien, et que sans plus attendre, d'aujourd'hui, des deux mains, transmettez à tous ceux qui sont ici chez vous, que nous sommes artistes pour servir, que nous sommes artistes pour servir, que nous sommes artistes pour servir, que nous sommes artistes pour offrir, que nous sommes artistes pour vous, pour votre renaissance, au nom de l'amour, pour aimer.
vous plaît d'applaudir Virginie Bianchini. Jennifer Pocorza, Johanna Barral, Aurélie Leroc, Sylvie Popardin, Florence Gou, Delphine Salé et Éric Moreau. Avant de repasser la parole à mon confrère Pierre Guyot qui va présenter ses invités illustres, je voulais féliciter toutes ces jeunes femmes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour des textes aussi glorieux que Brel, Aragon, Ferré et les autres. Je vous laisse avec Pierre Guyot et ces gens illustres qui ont connu cet homme. Regardez son regard, Romain Gary. Merci, messieurs, dames. Thank you.